Ok. Rebonsoir à tout un chacun. Déjà, merci à ceux-là qui ont sacrifié de leur temps pour pouvoir participer à cette formation qui est très peu connue. C'est une formation généralement quand nous la lançons. C'est une de nos formations du moins qui a moins de participation parce que c'est des thématiques nouvelles. Les gens vraiment ne comprennent pas trop. Mais quand il s'agit de gestion de projet, suivi, évaluation, outils, théorie de changement, il y a beaucoup plus d'engouement parce que c'est ce que les gens ont l'habitude de faire. En matière de redevabilité, apprentissage et capitalisation, il faut être vraiment à un niveau mouse vraiment et avoir suffisamment d'expérience afin de mesurer vraiment l'importance, la profondeur vraiment de cette thématique-là. Donc, nous allons commencer par une présentation, comme vous le savez. Nous allons nous présenter. On n'est pas nombreux, donc en 1 minute, on a fini. Nom, prénom, et puis maintenant, euh, quelles sont vos expériences sur le module que nous voulons dérouler. Ça permet aux formateurs de vraiment orienter la formation et d'utiliser des thèmes qui vont mettre tout le monde à l'aise. Ok, on va commencer par l'ordre d'affichage. Madame Aïssatou Ousmane. Bonsoir, Monsieur Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Je m'appelle Ousmane Maman Aïssatou. Et en matière de redevabilité, apprentissage et capitalisation du projet, je n'ai pas une grande expérience. Okay. J'attends quand même à la fin de cette formation et avoir beaucoup à apprendre de ce module. Je vous remercie. Merci, madame. Madame Bernadette Tamangoy. Oui, monsieur, je suis là. Oui, nous sommes en train de nous présenter. Nom, prénom. Ok, et moi. Si vous avez d'expérience dans le module et de là où vous nous suivez. Moi, c'est Madame Tamangoy Bernadette Benoît. Ok. Je vous suis depuis Parako. Ok. Monsieur Djibril Amadou. Concernant ce projet-là, je n'ai aucune idée, quoi. D'accord. Oui. Merci. Monsieur Djibril Amadou. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Je vous parle de Djougou. Hein. Je crois que je suis avec vous depuis le début de cette expérience. Je n'ai pas vraiment d'expérience avérée dans tout le processus que vous avez concocté pour nous. C'est pour ça que je me plais toujours à vous écouter. Ok. Merci. Madame Sandra Nderi. Bonsoir, monsieur Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Moi, je m'appelle Nderi Sandra. Je suis dans la commune de Dogbo, au Bénin. Bon, en matière de ce module, je n'ai pas d'expérience en tant que tel. Ok. Merci. Merci à tout un chacun. Moi, c'est Jacques Tayora, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis spécialiste en management de projet, expert en suivi, évaluation et capitalisation. Je suis aussi spécialiste en coaching des jeunes et développement des relations d'affaires en milieu réel, consultant indépendant pour des études, des facilitations, des formations, coaching, d'autres domaines divers en lien
avec la gestion de projets, le numérique et la digitalisation et l'agriprenariat. Donc, cette formation, c'est Madame Bernadette qui est nouvelle ici. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un parcours de compétences que nous avons commencé, je crois, depuis septembre. Donc, un parcours de compétences qui doit durer 6 mois où chaque 2 semaines, nous avons un module qui passe sur lequel nous développons un ensemble de notions. Et chaque module, il y a 2 phases, la phase gratuite et la phase payante. Et la phase gratuite dure souvent 2 jours pour chaque module. Donc, pour ce module, on aura 2 jours à faire qui sera gratuit, accessible à tous. Et le contenu même est après publié sur toutes nos plateformes, donc où les gens peuvent suivre en différé gratuitement. Mais à partir du 3e jour, seuls ceux-là qui ont souscrit soit pour le module, soit pour tout le parcours de compétences. Donc, il y a des gens qui ont commencé depuis septembre, qui vont finir en février ou bien mi-mars, dès que nous allons finir ces 10 modules. Et je pense que actuellement, on doit être sur notre 6e ou bien 7e module que nous sommes en train de passer en ce moment. Donc, vous avez nos contacts. Vous pouvez peut-être nous écrire à la fin pour qu'on puisse échanger. Le mode de paiement, on ne met vraiment pas la pression. Il y a d'autres qui ont pris l'engagement de payer 100 000 par mois, d'autres 50 000, d'autres 30 000. Donc, chacun paye à son rythme. Le plus important est que à la fin de la formation que vous ayez terminé pour qu'on puisse lancer votre certification. Et pour avoir la certification, c'est pas que le paiement. On ne vise pas que l'argent. Il y a aussi des évaluations que nous faisons théoriques et pratiques. Et aussi, la présence au cours aussi est notée. Donc, c'est ces 3 notes-là qui vous permettent de pouvoir valider le module. Donc, il faut valider minimum 80% des modules, des 10 modules avant de pouvoir prétendre avoir notre certification. Sinon, vous risquerez de revenir pour d'autres sessions afin de pouvoir suivre tout ce qui est formation de rattrapage avant qu'on ne puisse vous décerner la certification. Donc, on a des séances d'orientation qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Je vais partager avec vous pour que vous ayez plus d'amples informations. Donc, la formation sur le RAC, qui n'est pas très connue par plusieurs personnes, puisque on a commencé par parler de ça à partir des années 2010. Donc, vous voyez, c'est encore très récent. Donc, RAC, ça veut dire redevabilité, apprentissage et capitalisation. Le thème que beaucoup entendent souvent, c'est soit CEMIL, soit SIRA, c'est-à-dire suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Donc, on décolle encore la capitalisation. Et depuis un moment, on s'est dit non, on ne peut pas détacher l'apprentissage de la capitalisation. Et aussi, quand on jumelle les deux, c'est-à-dire suivi, évaluation et en même temps redevabilité, apprentissage et capitalisation, ça devient lourd. Et finalement, les apprenants ne gardent rien. Donc, nous, dans notre parcours de compétences, vu les expériences et les réalités du terrain que nous avons dit, on va séparer les deux. Donc, vous allez constater que le module précédent, c'était basé sur la conception d'un système de suivi et évaluation. Et actuellement, même vos TP pratiques sont basés sur ça. Maintenant, la suite sera la redevabilité, apprentissage et capitalisation. Vous allez voir qu'on va revenir sur un certain nombre d'éléments de l'autre côté. Et le prochain module qu'on va commencer déjà à partir du 1er février va parler maintenant de l'évaluation d'impact. Et vous allez voir que cette suite va vous permettre de pouvoir comprendre maintenant dans la globalité tout ce qui est suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage et capitalisation. Alors, quel est l'objectif du RAC, de la formation sur le RAC? Le premier objectif, c'est de vous amener à comprendre les principes fondamentaux de la redevabilité et leur importance dans la gestion de projet. Le deuxième objectif, c'est vous amener à maîtriser les outils pratiques pour la mise en œuvre d'un mécanisme de redevabilité. Parce qu'en matière de gestion de projet, le mécanisme même de redevabilité doit être développé, mis en place, suivi et actualisé au fur et à mesure à travers les données collectées. Donc, on a déjà appris comment on collecte les données. Ensuite, vous apprendre
à capitaliser l'expérience des projets passés pour améliorer la gestion et la performance des projets futurs. On aura fait beaucoup d'exercices sur comment on capitalise une expérience. On va vous amener à développer une culture d'apprentissage dans le cadre des projets pour promouvoir l'amélioration continue. Et enfin, on va ensemble apprendre à mettre en place des processus de suivi et évaluation pour la capitalisation de la performance. Donc, voilà un peu les 5 objectifs que nous poursuivons à travers cette formation. Et comme vous le savez, pour tous les modules, je dis souvent, au-delà des objectifs qu'on s'est fixés, ce que moi je recherche. Ce que moi je recherche après cette formation, c'est de vous amener à maîtriser les différents mécanismes, c'est-à-dire le mécanisme de recevabilité, le mécanisme d'apprentissage et le mécanisme de la capitalisation. Si ces trois-là sont maîtrisés, le reste va venir avec le temps parce que c'est la base même. Alors, les prérequis pour être à l'aise pour cette formation, c'est d'avoir suivi la formation en management de projet et suivi évaluation. Si vous ne connaissez rien du tout en management de projet, rien du tout en suivi évaluation, cette formation sera vraiment très compliquée pour vous. Donc, pour un peu aider ceux-là peut-être qui vont peut-être rattraper le fil, excusez-moi, je vais mettre mon portable en silencieux. Donc, pour ceux-là peut-être qui vont rattraper peut-être le tir, la phase gratuite va leur permettre peut-être de poser suffisamment de questions. Donc, au cours de cette formation, s'il y a peut-être des choses que je saute et que peut-être vous pensez que je dois revenir sur ça, soyez à l'aise. À la phase gratuite, aucune question bête. Posez vos questions et là, on va vraiment vous répondre. Donc, voilà un peu les prérequis. En matière de méthode d'évaluation, il y aura des questions continues d'évaluation. On aura des études de cas qu'on aura à faire. Un plan d'action à mettre en place après la formation, des feedbacks aussi qu'on aura à faire. En matière de méthode pédagogique, nous aurons des animations participatives, on aura des discussions de groupe. Il arrive qu'on vous donne aussi des travaux de groupe, comme ce qu'on a fait en suivi évaluation. On peut vous mettre en 2-2 et vous donner des sujets et vous allez vous organiser, travailler en ligne, traiter les sujets et venir maintenant les présenter ici. Donc, il peut y avoir des travaux de groupe, des exercices qu'on aura fait. Il y a des documents aussi qu'on va partager, surtout des outils. Il y a plusieurs outils que j'aurai à partager au cours de cette formation pour les outils en lien avec la redevabilité, en lien avec l'apprentissage et en lien avec la capitalisation, aussi des canevas que j'ai eu déjà à utiliser pour vous permettre vraiment de prendre le pas. Il y a accès aussi à des plateformes en ligne pour le partage aussi des ressources, etc., etc. Donc, voilà un peu résumé le contenu, la méthodologie que nous allons suivre. En matière de cible, c'est beaucoup plus ceux-là qui sont dans le domaine. Nous visons beaucoup plus ceux-là qui pratiquent déjà, qui sont sur le terrain. Comme ça permet au moment des exercices de partager avec nous leur réalité et ça nous permet vraiment d'aider ces personnes-là. Donc, voilà en termes d'introduction ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, pour ceux-là qui suivent pour la première fois nos formations, j'aurai quelques minutes pour faire la présentation et je peux faire des pauses momentanément, soit pour poser des questions pour me rassurer que vous me suivez, ou bien soit c'est une pause peut-être pour vous permettre vous aussi de poser des questions, etc., etc. Donc, voilà un peu comment les choses vont se passer. Donc, dès ma présentation, je vous prie de bien écouter et de noter les questions. La vidéo sera partagée à la fin où vous pourrez reçu. Donc, vous n'êtes pas obligé de noter au fur et à mot pour mot les diapos qui vont passer. Donc, voilà un peu la petite introduction. Donc, nous aurons 6 modules. Nous aurons 6 modules pour ce cours-là. Le premier module va porter sur quelques rappels sur le suivi et évaluation. Il y a des éléments clés de suivi et évaluation qu'on va essayer de se faire rappeler, sinon on risque vraiment de se cogner la tête. Ensuite, le module 2, nous allons faire une introduction sur la redevabilité, apprentissage et la capitalisation. Et le module 3, c'est comment mettre en œuvre la redevabilité dans un projet.
Le module 4, c'est la culture d'apprentissage, comment mettre en place, comment développer une culture d'apprentissage dans un projet. Le module 5, c'est la capitalisation du projet, pourquoi et comment. Et enfin, nous allons maintenant aborder le suivi, l'évaluation, la redevabilité, l'apprentissage et la capitalisation qu'on appelle CIRAC. On va prendre maintenant chaque élément et voir quels sont les outils qui sont utilisés au niveau de chaque élément, quels sont les points de ressemblance, quels sont les points de divergence, comment on les utilise, quand on les utilise, etc., etc. Donc, voilà les 6 modules que nous, les sous-modules, bien sûr, que nous aurons à développer pour ce module principal. Je souligne que seul le module 1 et le module 2 sera gratuit. Tout le monde suivra ces 2 modules. Mais à partir du module 3, uniquement ceux-là qui ont souscrit régulièrement ou bien qui ont manifesté leur désir de suivre la formation en prenant peut-être un engagement de pouvoir payer, seuls ceux-là peuvent participer à cette série de modules sous-modules que nous aurons à développer. Voilà. Nous allons commencer avec le module 1. S'il n'y a pas de questions, je peux démarrer. S'il n'y a pas de questions, je vais démarrer. OK, merci. Quelques rappels. Et je voudrais que nous fassions ces rappels-là ensemble. Nous fassions ces rappels-là ensemble. Je vais poser la première question, même si les réponses sont à afficher. C'est quoi une logique d'intervention? Mes chers amis, c'est quoi? S'il vous plaît, monsieur, je vais vous interrompre un peu. Oui, madame. Oui. Moi, je n'ai aucune expérience sur tout ce que vous êtes en train de dire là. Oui. Je ne sais pas comment pour comprendre ces choses-là. Oui. Et concernant le paiement là, je ne sais pas. Ah. Oui. Comment vous faites le paiement? Comment on fait le paiement? Oui. C'est pour cela que je disais, ce qu'on va faire, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Oui. Là, après, maintenant, le cours, on peut échanger plus posément. Vous comprenez? Okay. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer les choses dans les détails. Vous allez bien comprendre. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, vous pouvez noter notre numéro, c'est le 01 66 51 01 66 51 01 61 oui 82 26. 82 26. Voilà, 01 66 51 82 26. Donc, dès qu'on va finir la formation, on peut échanger, vous aurez toutes les informations. Merci. Ok, d'accord. Ok. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous suis depuis quelle ville, s'il vous plaît? Je suis à Parakou comme vous. Ah, Oui, je fais actuellement le cours depuis Parakou. Je suis à Parakou. Je suis au quartier Amawouillon là. Ah, d'accord, d'accord. C'est compris. Merci beaucoup. C'est moi. Oui, je posais une question. Nos échanges avec Madame Bernadette vous ont permis de réfléchir rapidement. C'est quoi une logique d'intervention en matière dans le domaine de gestion de projet? Ah, si c'est calme, je vais me fâcher. Mais je vais désigner des gens. Madame Sandra. Oui. C'est quoi une logique d'intervention de projet? Bon. La dernière fois, déjà, vous avez dit que c'est l'ossature même du projet. Voilà. C'est ça. J'utilise souvent un groupe de mots là. Colonne.
J'utilise souvent colonne Colonne vertébrale. Vertébrale. Voilà la vertébrale, colonne oui. vertébrale du projet. Dans le corps humain, là, vous allez constater que s'il n'y a pas de colonne vertébrale, on ne peut même pas marcher. On ne peut rien faire, on est carrément immobile. Donc, c'est exactement comme ça dans la gestion, c'est exactement comme ça dans la gestion de projet. Sans logique d'intervention de projet, c'est que le projet ne marche pas. Le projet ne peut pas aller loin. Ça ne peut même pas démarrer pour qu'on dise même que ça ira loin. Donc, si on va définir cela de manière professionnelle, on va dire que la logique d'intervention de projet, d'autres vont appeler ça encore structure logique. C'est la structure logique qui explique deux choses. Comment et pourquoi. Comment et pourquoi un projet va produire le changement attendu. C'est ça. Si vous voulez répondre à la question comment le projet va atteindre le changement, pourquoi le projet va atteindre le changement, on vous demande juste la logique d'intervention. Je prends un exemple. On est dans une société où les naissances ne font que grimper. Et nous avons identifié cela comme un problème. Et nous voulons travailler de telle sorte qu'on puisse réduire les naissances. Donc, on va promouvoir peut-être les méthodes de contraception ou bien des méthodes pour pouvoir limiter le taux de grossesse dans la communauté. Donc, ça veut dire qu'il y aura des techniques que nous aurons à faire. Donc, notre vision, si on suppose que c'est un projet de 3 mois, ou je vais dire 3 ans du moins, notre vision dans 3 ans, c'est qu'on soit dans une société où les couples ont le pouvoir de décision sur quand est-ce qu'ils veulent avoir un enfant ou pas. Ou quand on va dans un ménage, les gens maîtrisent mieux les naissances. Ça, c'est notre vision. C'est ce que nous voulons, ça. Comment nous allons atteindre cela? Pourquoi nous voulons le faire? Pour répondre à ces deux questions-là, il faut forcément définir ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Donc, la logique d'intervention du projet est constituée de combien de niveaux? Je désigne encore, Monsieur Gibril. La logique d'intervention, quand on dit logique d'intervention de projet, c'est composé de combien de niveaux? Je crois que ça doit être 4 niveaux. Lesquels? D'abord, les objectifs, les résultats, les activités. Bien, au milieu de tout ça, je pense qu'il faut, si on veut bien, on pourrait peut-être parler. Donc, je retiens alors les 3. Je retiens 3 niveaux alors. C'est 3 ou bien c'est 4? Si on ne met pas l'objectif global, oui, pardon? C'est 3 ou bien c'est 4? Je l'ai dit 4, si on tient compte de l'objectif global. Ok, ça fait 4. Nous avons les activités. En quittant du bas, nous avons les activités, nous avons les résultats, nous avons les objectifs spécifiques et nous avons l'objectif général ou bien les objectifs généraux. C'est ça qu'on appelle la logique verticale. Vous allez entendre la logique verticale du projet. En fait, c'est ça. Vous allez voir que c'est vertical en fait. Nous avons les activités qui sont en bas. Les activités, quand elles sont menées, vont conduire à des résultats. Les résultats, quand ils sont atteints, vont conduire à des objectifs spécifiques. Et quand les objectifs spécifiques sont atteints, ça conduit à l'objectif général. Donc, on appelle cela la logique horizontale. Et verticale du moins. Qui va m'aider avec la logique horizontale? On profite en même temps. La logique horizontale est composée de quoi et quoi? Pour vous aider, c'est aussi 4 niveaux. Monsieur Marcel Kamano. Voyez, en matière de gestion de projet, c'est des choses qui doivent normalement sauter. Quand on demande, ça doit normalement sauter parce que pratiquement dans tous les modules, nous voyons ça. Oui.
Monsieur Marcel, Voilà. les 4 niveaux. Oui, bonsoir. Ça peut être... Bon, permettez-moi de vous souhaiter d'abord mes condoléances parce que 2 jours, on n'a pas échangé directement. Oui, c'est vrai. Et à Merci. toute l'équipe. Mm. Voilà. Et bon, la logique d'intervention à 4 niveaux Oui, de 4 façon niveaux. verticale. Vous avez Oui. dit horizontale maintenant, hein? Oui, Ou nous sommes, verticale. on a déjà parlé de OK. la logique verticale. Nous sommes au niveau de la logique horizontale. OK. Donc, de la logique horizontale, Oui. moi, je vais citer au niveau, on a des moyens, Mm. les produits en deuxième, Mhm. l'effet Mhm. et l'impact. OK. C'est intéressant. Mais ce n'est pas ça la logique horizontale. Rappelez-vous du canevas du cadre logique. Quelles sont les entêtes qu'on a à l'horizontale? Quand on élabore un cadre logique. Bon, on a les activités. Oui, ça c'est la logique verticale. Ah. La logique horizontale, Donc, ça veut nous dire avons que aussi c'est pas 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la logique d'intervention elle-même. Le deuxième niveau, nous allons parler des indicateurs objectivement vérifiables, qu'on appelle les IOV. Le troisième niveau, ce sont les sources de vérification. Et enfin, le quatrième niveau, les hypothèses. C'est ça qu'on appelle la logique horizontale du projet. C'est clair maintenant? Nous avons la logique horizontale, nous avons la logique verticale. C'est clair. C'est clair? Bien clair. C'est bon maintenant? Comprendu. Merci beaucoup. OK. Donc, la logique d'intervention du projet, nous avons dit que ça, c'est la structure logique du projet qui nous permet de pouvoir répondre à la question du pourquoi et du comment les changements vont se produire. Si c'est un changement ou bien si c'est plusieurs changements qui vont se produire. Maintenant, ici, vous allez voir au niveau du diapo que j'ai projeté, je me suis consacré beaucoup plus à la logique verticale où nous avons les activités. Les activités, ce sont les actions concrètes que l'on doit entreprendre pour atteindre les résultats. Tout ce que nous faisons pour pouvoir atteindre les résultats, c'est ça. Les résultats, quant à eux, ce sont des conséquences directes de l'exécution de nos activités. Vous allez entendre, d'autres vont vous parler des outputs. On est d'accord. D'autres vont vous parler des outputs et les activités, d'autres vont vous parler des inputs. Donc, on aura des inputs, c'est en anglais, des inputs et puis des outputs qu'on va appeler résultats. Et on aura un troisième niveau qu'on va appeler les outcomes, qu'on va appeler les objectifs spécifiques. Donc, les objectifs spécifiques, ce sont des objectifs immédiats, c'est-à-dire ce qu'on peut obtenir immédiatement après la transformation de nos différents résultats. J'aime souvent donner cet exemple-là parce que ça permet de pouvoir vite comprendre quand nous parlons des activités, quand nous parlons des résultats. On a formé des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire des producteurs de riz, par exemple, sur comment produire le riz. Le fait de les former, c'est ça qu'on appelle les activités. On les a formés sur les bonnes pratiques, comment faire ceci, comment utiliser tel intrant, comment préparer le sol, quelle est la densité qu'il faut respecter, comment faire l'entretien, jusqu'à même on récolte, etc. Ça, c'est des formations qu'on a finies. Donc, quand on va finir la formation, ici, l'indicateur qui sera lié ici, ça sera peut-être le nombre de formations, bien le nombre de modules, etc. Donc, le producteur va sortir là comme un producteur formé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retient immédiatement après avoir exécuté l'activité? Ce qu'on retient, c'est un producteur formé. Donc là, on va appeler cela un résultat. Donc, c'est ça. Donc, nous avons là, quelqu'un va appeler ça un output. C'est ce que nous avons directement. Donc, c'est la conséquence directe de l'exécution des
activités. Donc, il représente ce qui est produit ou bien obtenu à la fin des activités. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Maintenant, dans certaines écoles, vous allez entendre que déjà, quand nous finissons les activités, nous n'avons pas directement les résultats. Je leur donne aussi raison. Suivez-moi très bien. Il y a deux éléments. Quand nous exécutons des activités, par exemple, le producteur a été formé, il sort comme déjà un producteur qui est déjà formé, qui a déjà des aptitudes. Là, c'est ça qu'on appelle un résultat immédiat. Donc, il a déjà des aptitudes. Maintenant, il est appelé à pratiquer la formation qu'il a reçue. Donc, quand il commence par pratiquer, c'est ça qu'on va appeler résultat intermédiaire. Parce que là, il ne s'est pas arrêté au niveau de la formation, mais il a voulu appliquer. Il est allé maintenant dans son champ pour appliquer ce qu'on lui a appris. Dans certaines écoles, c'est ça, eux, ils appellent résultat. Maintenant, du fait qu'il est sorti comme une personne déjà formée, qui connaît déjà toutes les techniques, ils appellent ça produit. Tant qu'il n'est pas passé à l'action, tant qu'il n'est pas passé à l'application, on ne peut pas parler de résultat. Mais dans d'autres écoles, dans leur analyse, pour eux, une fois que le producteur sort déjà formé, c'est déjà un début de résultat. Et comme il a déjà un début de résultat, par conséquent, on peut parler déjà de résultat. Mais moi, de par mes propres expériences, j'ai beaucoup plus un penchant pour la première analyse. Pourquoi? Le producteur, on suppose qu'ils étaient 50 qui ont été formés pendant peut-être, je peux dire, peut-être 3 mois. À la fin de ces 3 mois, nous avons les 50 producteurs qui sont formés. À la fin de la formation, peut-être les saisons ont commencé et on a fait peut-être la formation en contre-saison. C'est un exemple que je prends. Et maintenant, la vraie saison a commencé où ils doivent aller appliquer. Donc, déjà, dans les 50, combien ont appliqué la formation dans leur exploitation? C'est ça, moi, j'appelle le résultat. Donc, le résultat, c'est quand on commence déjà par appliquer ce que nous avons reçu. Moi, je pense beaucoup plus pour cette analyse. Je ne dis pas que l'autre analyse est fausse, mais quand on va commencer par analyser indicateur par indicateur, vous verrez que dans le premier cas, on risque de dire que l'indicateur n'est pas atteint. On risque de le dire. Je prends un projet, par exemple, où nous voulons améliorer, par exemple, le rendement des producteurs de riz. Si nous restons dans l'analyse que le fait que le producteur sort et qu'il est formé, même qu'il n'a pas appliqué, c'est un résultat, et que les 50 producteurs qu'on a formés, par exemple, à la fin, eux tous, ils n'ont pas appliqué, par exemple, et on dit que c'est un résultat. Maintenant, l'objectif qu'on s'est donné là pour améliorer le rendement, vous êtes sûr que le rendement sera amélioré? Non. Mais si on vient dans le deuxième cas et on considère que le résultat ici, c'est le nombre de personnes ou bien c'est le taux d'application des bonnes pratiques ou bien des techniques que nous avons apprises, vous allez voir que si cet indicateur-là est retenu, les gens vont maintenant pousser ceux-là qui ont été formés à appliquer. Et s'ils appliquent, nous avons un résultat. Par conséquent, si on applique et que tout se passe bien au cours de la saison, on aura un rendement, ce qui va nous permettre de comparer le rendement que nous avons eu grâce aux techniques par rapport au rendement qu'ils avaient les campagnes antérieures. Et ça va nous permettre de savoir si oui ou non nous avons amélioré. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai un penchant beaucoup plus pour les résultats qu'on explique de la façon dont il faut aller à l'application avant qu'on ne puisse vraiment dire qu'on a un résultat. Donc, et quand on vient au niveau des objectifs spécifiques, vous allez voir que les objectifs spécifiques en ce moment, du fait qu'ils ont appliqué, ça va évoluer jusqu'au niveau du rendement, puisqu'on aura des récoltes et ça va nous permettre de pouvoir comparer. Et là, l'objectif spécifique est atteint. Si l'objectif spécifique est atteint, il contribue forcément à un résultat. Par conséquent, le résultat est atteint. Donc, voilà un peu. Voilà pourquoi on parle de logique d'intervention. Logique, pourquoi? Parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle des relations de cause à effet. D'autres vont appeler ça lien de causalité. Ça veut dire quoi? Est-ce que toutes les activités que nous voulons mener là, ces activités-là,
contribuer à atteindre le résultat qu'on s'est fixé? Si oui, il y a un lien de causalité entre les activités et le résultat. Est-ce que les résultats que nous comptons atteindre là, est-ce que ces résultats-là vont contribuer à l'atteinte de l'objectif spécifique qu'on s'est fixé? Si oui, il y a un lien de causalité entre les résultats et les objectifs spécifiques. Est-ce qu'en atteignant l'objectif spécifique, on atteint l'objectif général? Si oui, ça veut dire que nous avons quoi? Un lien de causalité entre les objectifs spécifiques et l'objectif général. Donc, c'est quand ces conditions-là sont respectées qu'on peut parler de logique d'intervention. J'ai voulu apporter cette précision parce qu'il ne suffit pas de formuler des activités, formuler des résultats, formuler des objectifs spécifiques et l'objectif général et dire que nous avons une logique d'intervention. Non, il faut tester chaque niveau pour voir si on a un lien de causalité avant d'ajouter une logique d'intervention. Sinon, vous avez juste une intervention de projet et non une logique d'intervention de projet. Donc, voilà un peu la différence qu'il faut faire à ce niveau. Ça m'amène à vous poser rapidement une question. La différence alors entre le résultat, l'effet et puis l'impact. Ça, normalement, vous devez trouver ça. Parce que le module passé, je suis encore revenu sur ça. Qui peut m'aider? La différence entre le résultat, l'effet et puis l'impact. Je parle de l'impact à long terme. Je vais désigner encore. Monsieur Tengiano qui vient de nous rejoindre. Oui, bonsoir, coach. Oui, j'espère que vous allez bien. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Je demandais quelle différence faites-vous entre un résultat, un effet et puis un impact à long terme. Allô? Oui, ou bien vous ne me recevez pas. Bon, Madame Aïssatou va vous aider. Madame Aïssatou, venez nous sauver. Madame Aïssatou avec nous. Ok. Madame Karel veut nous aider. Ok. Madame Saran veut nous aider. Monsieur Daouda Ibrahim Amadou, vous voulez nous aider? Monsieur Djibril, venez nous sauver. Oui, vous avez dit la différence entre résultat, effet et puis impact. Résultat. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le résultat. Oui. Le résultat, c'est ce qu'on obtient aussitôt après. La mise en œuvre des activités. Après la mise en œuvre des activités. Oui. L'effet est lié aux objectifs spécifiques. Oui. L'effet, c'est un impact à court terme. On parle d'effet, c'est un impact à court terme. Et l'impact suppose donc vous êtes sûr? Une vision à long terme. Vous êtes sûr? L'effet, c'est pas le moyen terme. Voilà, vous avez dit à court terme. L'effet, c'est le moyen terme. Vous avez dit à court terme. Non, le moyen terme. Voilà, moyen terme. L'effet, c'est le moyen terme. Et l'impact, c'est ce qu'on obtient bien après la mise en œuvre du projet. Merci. C'est exactement ça. Je vais prendre le même exemple pour que les gens puissent comprendre. Sur la formation des producteurs de riz. Nous voulons former 50 producteurs de riz sur les bonnes pratiques agricoles. Et notre objectif spécifique, c'est d'améliorer leur rendement de 10% d'ici 2 ans peut-être.
Quand on a fini de les former, nous avons les producteurs, 50 producteurs qui sont formés. Ça, c'est un produit. C'est ce que nous avons directement après les activités. D'autres vont dire que c'est un débit de résultat. J'accepte. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on va finir la formation, la pluie a commencé, chacun allait dans son champ. Et après, on a fait une mission pour vérifier, voir combien ont appliqué les bonnes pratiques que nous avons enseignées. Et on remarque que seuls 40 ont pu appliquer rigoureusement. Donc, ceux-là qui ont appliqué, c'est ça qu'on va appeler le résultat. Donc, ceux-là, ils ont appliqué dans leur champ. Maintenant, on va les prendre un à un et voir, est-ce que ceux qui sont autour de leur champ, là, il y en a des gens, quand ils sont en train de faire, ils ont vu que c'est une bonne chose, ils ont voulu faire exactement comme eux. Si oui, on va parler d'effet. L'effet ne se mesure pas sur la cible qui a reçu l'intervention, mais l'effet se mesure sur les rapports directs avec ceux-là qui ont reçu l'intervention. Ça veut dire les frères, par exemple, les cousins, ou bien ceux qui ont leur champ autour. Est-ce que ceux-là ont été touchés, ont été impactés? Je l'utilise parce que là, on va parler en ce moment d'impact à moyen terme, comme l'a dit M. Djibril. Maintenant, l'impact à moyen terme, à court terme, ça se mesure pendant la mise en œuvre du projet. Mais l'impact à long terme se mesure au moins 2 ans après la mise en œuvre du projet. Ça veut dire que quand on a fini les 3 ans, on a constaté que ça a amélioré tout ceci, on est parti. 2 ans après, on revient pour voir combien de personnes, combien de producteurs dans les 40 qui avaient réellement appliqué là, combien continuent d'appliquer. Dans les 10 qui n'avaient pas du tout appliqué, est-ce qu'avec le temps, ils ont commencé par appliquer? Ceux-là qui ont été impactés par ces 40 qui appliquaient, là, on suppose que c'est 100 personnes qui ont été impactées. Est-ce que ces 100 personnes-là continuent toujours par appliquer? On était dans un village A. Est-ce qu'entre-temps, l'information n'a pas transité d'un village A à un village B, d'un village B à un village C? Voilà autant de questions qu'on va se poser. Si on peut dire oui à toutes ces questions-là, ça veut dire que notre projet a eu un impact significatif sur les acteurs. Donc, voilà un peu la différence à travers cet exemple qu'on peut avoir entre résultat, effet et puis maintenant impact. Maintenant, chaque élément au niveau de la logique verticale du projet a des caractéristiques. C'est ça que j'ai expliqué là. Nous avons des caractéristiques. Par exemple, les activités, généralement, c'est souvent des tâches que nous cassons parce que dans le cadre logique, ce sont des grosses activités que nous avons, généralement qui varient de 3 à 4 activités, parfois 5 maxi, et ce sont souvent des activités englobantes. Donc, il faut casser ces activités-là en des tâches. Je prends l'exemple de BTP, par exemple, pour que vous puissiez comprendre. L'objectif, c'est de construire une maison. Les objectifs spécifiques, ça peut être, par exemple, premièrement, de livrer peut-être, de faire peut-être la livraison provisoire du chantier et après la livraison définitive. Ça, c'est des objectifs spécifiques. Les résultats, par exemple, le premier résultat, ça peut être peut-être finir la fondation. Le deuxième résultat, élever les murs. Le troisième résultat, ça sera peut-être les finitions qu'il faut faire. Et maintenant, les activités, ça peut être peut-être de couper les briques, ça peut être le ciment qu'il faut prendre, le sable et autres. Donc, vous voyez comment j'ai découpé. Ça, par exemple, c'est une logique d'intervention, une logique verticale. Donc, vous allez voir que chaque activité va contribuer à un résultat, va contribuer à un objectif spécifique et nous irons maintenant à l'objectif général qui est de construire la maison. Donc, nous aurons les tâches. Les grandes tâches, ça peut être par exemple, premièrement, c'est d'identifier l'entreprise peut-être qui va nous livrer le matériel, c'est de recevoir peut-être les factures pro forma et les analyser, c'est de signer le contrat, c'est de recruter les manœuvres, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Vous voyez, ça va devenir là des tâches. Mais les grosses activités étaient déjà logées. Donc, il faut casser ces activités-là en des sous-activités. Donc, ce sont les sous-activités qu'on appelle les tâches. Donc, l'ensemble de ces sous-activités, normalement, doit donner la tâche, l'activité globale. C'est ça qu'on appelle
l'organigramme de tâches en matière de gestion de projet, construit l'organigramme de tâches qu'on a vu en management de projet. Donc, les activités permettent de mettre en œuvre le projet de manière tangible. Donc, ce sont des petites activités et des petites tâches que nous allons casser en activités qui vont nous permettre d'atteindre les résultats. Donc, quand nous prenons par exemple au niveau des résultats, nous avons à ce niveau, les résultats sont utilisés pour pouvoir mesurer les succès des activités réalisées. Et les objectifs spécifiques, ça, c'est pour nous permettre de pouvoir planifier nos activités, d'orienter nos actions vers l'avancement. Donc, c'est très important de cette petite révision-là. C'est la base même de la gestion de projet. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la gestion de projet sans connaître ce minimum qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. La logique horizontale de projet, la logique verticale, la différence entre les activités, les résultats, les objectifs spécifiques et les objectifs généraux, la différence entre les résultats, les effets et puis les impacts, les caractéristiques au niveau de chaque niveau et leur importance. Ça, c'est des choses que vous devez garder par cœur. C'est des choses que vous devez vraiment maîtriser du bout du doigt. Donc, j'ai parlé aussi de la logique horizontale et des indicateurs objectivement vérifiables, des sources de vérification dont on peut passer ici ces différents éléments jusqu'à venir au niveau du cadre logique. Donc, voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, vous allez voir que nous avons ici, c'est ça qu'on appelle la logique verticale. Et comme ceci, c'est ça la logique horizontale. Donc, nous avons les indicateurs, nous avons les sources de vérification et puis nous avons les hypothèses. On a fait tellement d'exercices sur comment formuler les indicateurs SMART. On a fait beaucoup d'exercices pour voir comment on formule les objectifs SMART. Donc, normalement, vous devez être des experts. Les hypothèses, on les a vues aussi en théorie de changement. Donc, c'est le canevas du cadre logique, ça. Et ici, vous allez voir que généralement pour des projets néerlandais, par exemple, vous allez voir que eux, ils ne se focalisent pas sur les hypothèses parce qu'il y a un autre outil qu'ils utilisent qu'on appelle la théorie de changement et c'est ça qu'ils couplent là. La théorie de changement veut dire quoi? Si les activités sont menées, alors ces activités vont produire des résultats et ces résultats vont conduire à des objectifs spécifiques qui aboutiront à l'objectif général. C'est ça la théorie de changement, c'est tout. Si vous arrivez à faire ces liens logiques-là au niveau de ces différents niveaux du cadre logique, vous allez définir votre logique d'intervention. Puisque là, vous allez faire ressortir aussi un ensemble d'hypothèses qui doivent être vérifiées parce qu'il faut faire aussi la différence entre les hypothèses et les conditions. Les hypothèses sont vérifiées. C'est-à-dire pour que les activités se passent dans les bonnes conditions, il faut qu'un certain nombre d'hypothèses soient vérifiées. Je prends un exemple ici. Regardez ce résultat. Fournir un espace d'apprentissage pour 600 élèves. L'hypothèse ici, c'est que les parents encourageront l'inscription scolaire. Ça, c'est une hypothèse. Ça veut dire que si les parents n'encourageaient pas l'inscription scolaire, ça veut dire que ce résultat-là ne pourra pas être atteint. Donc, c'est une hypothèse. Donc, cette hypothèse doit être vérifiée. Maintenant, dans cette colonne-là, il y a 3 éléments qui peuvent apparaître, c'est-à-dire les hypothèses, ou bien les risques, ou bien les conditions. Mais le titre qui est là, on met souvent hypothèse. Mais dans le contenu, dans le contenu, parfois, vous allez voir, soit c'est des conditions, soit vous allez voir que c'est des risques ou bien c'est des hypothèses. Voilà. Maintenant, ici, c'est pour expliquer qu'on a mis ça. Sinon, normalement, l'objectif global n'a pas d'hypothèse. On ne formule pas d'hypothèse pour l'objectif global. On est d'accord. Quand je prends par exemple ici, c'est pour expliquer. Quand on dit la situation politique de la région restera stable. Ça, par exemple, c'est une condition. On peut formuler ça comme une hypothèse. On peut formuler ça comme un risque. Donc, à vous de voir dans cette colonne-là comment vous allez faire vraiment ce mélange pour qu'on puisse être à l'aise. Au niveau des conditions, c'est ce qui doit être réuni pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. On est d'accord.
par exemple, quand on dit on veut construire 3 écoles primaires, si vous voulez construire, c'est qu'il faut avoir des entrepreneurs de qualité ou bien des gens qui peuvent reproduire peut-être le plan que vous avez retenu. Vous voyez? Donc ça, par exemple, c'est une condition. Donc, il faut que ces conditions-là soient réunies. Il faut, par exemple, que la communauté ou bien les autorités locales disposent, par exemple, d'un espace où on va construire l'école. S'il n'y a pas, on va construire l'école là comment? Donc, c'est une condition qui doit être réunie. Donc, vous voyez, si par exemple, à ce niveau, il y a des risques d'inondation, il y a chaque fois des inondations. Donc là, on va formuler ça comme un risque. Et là, maintenant, les solutions, les gens vont maintenant gérer ces risques-là. Parce que pour gérer un risque, il faut d'abord l'identifier, il faut le mesurer, le tester, il faut apporter maintenant des pistes de solutions, il faut lui allouer des ressources et maintenant des responsables afin de les préparer au cas où ce risque-là intervenait. Donc, c'est très important ce détail que je viens de vous donner. Donc, c'est très important. J'ai aussi expliqué tout à l'heure la différence entre les résultats, effets et impact. Ici, j'ai beaucoup plus été très explicite selon leur nature, selon leur horizon temporel, selon leur mesurabilité, selon leur lien avec l'action et donner un exemple. Quand vous prenez le résultat, on a dit que c'est ce qu'on peut toucher du doigt, ce qui est tangible, hein, ce qui est délivré. Et les effets, ce sont des changements observables directement sur les bénéficiaires. Qu'est-ce que les bénéficiaires ont eu? Ceux qui sont autour du bénéficiaire, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est ça qu'on appelle les... Désolé, c'est ça qu'on appelle les effets. Et l'impact maintenant, c'est la transformation profonde et durable. Au niveau de l'horizon temporel, les résultats sont à court terme. Quand quelqu'un dit impact à court terme, la personne parle des résultats. Quand on parle de impact à moyen terme, on parle des effets. Et quand on parle des impacts à long terme, c'est là qu'on parle aussi au niveau de l'impact. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau. Et en guise de rappel aussi, le plan de suivi-évaluation, c'est un outil. Beaucoup font la confusion entre le plan de suivi-évaluation et la matrice de suivi-évaluation. Ne confondez pas ça. Le plan de suivi-évaluation, c'est un document. C'est un document de plusieurs pages. Et dans ce document, vous avez, je partageais avec vous des canevas de plans de suivi-évaluation, même des plans de suivi-évaluation déjà rédigés que j'ai partagés avec vous. Et vous allez voir que dans le canevas, nous avons une partie qui est beaucoup plus concentrée sur les généralités pour donner assez d'informations sur le projet. Et puis maintenant, une autre partie qui est concentrée beaucoup plus sur tout ce qui est aspect technique. Et à ce niveau, vous allez voir qu'on a un outil là qu'on a appelé matrice de suivi-évaluation. Donc, la matrice de suivi-évaluation est inclus au plan de suivi-évaluation. Donc, il faut faire la différence entre ces deux thématiques-là, plan de suivi-évaluation et matrice de suivi-évaluation. Normalement, pour commencer un contrat avec un partenaire, pour exécuter un projet, le plan de suivi-évaluation est obligatoire. Parce que c'est dans le plan de suivi-évaluation que les indicateurs seront expliqués. D'abord, que le cadre logique sera bien expliqué, que les indicateurs seront bien expliqués, que nous allons identifier les méthodes de collecte, la fréquence de collecte, les données de base, les données cibles, les responsables, l'utilité des informations qui seront collectées, les outils d'analyse. C'est dedans que nous allons définir. Rien ne s'improvise. Donc, tout ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet, dans la mise en œuvre de ce projet, doit être défini dans le plan de suivi-évaluation. Donc, rien ne doit être fait en dehors du plan de suivi-évaluation. Si vous voulez, je peux caricaturer, c'est comme la Bible de votre projet. Ça veut dire que si vous voulez faire quelque chose dans le projet, vous devez vous référer au plan de suivi-évaluation. Qu'est-ce que le plan de suivi-évaluation a prévu dans ce cadre? Et ce que le plan de suivi-évaluation a prévu dans ce cadre, c'est ça que vous faites. Parce que dedans, vous aurez comment il faut mesurer les indicateurs, quels sont ces indicateurs, quand il faut les mesurer, etc., etc. C'est beaucoup d'informations qu'on fournit dans ces différents outils-là. Donc, je suis revenu aussi sur la collecte de données. La collecte de données qui est très importante. Et
les types de données qu'il faut collecter, les données quantitatives et les données qualitatives que vous connaissez. La méthode de collecte souvent de ces données, c'est soit par des enquêtes, les interviews, les groupes de discussion, les observations directes, les documents et archives. Donc, parce que nous avons ce qu'on appelle les données primaires et les données secondaires. Les données primaires, ce sont les données qu'on a eues sur le terrain, par des enquêtes, par des interviews, observations directes. Les données secondaires, ce sont les données qu'on prend, par exemple, dans les rapports. Ça peut être les rapports de projet, les rapports à mi-parcours, les rapports de performance, des brochures, toute documentation dans laquelle nous retirons des informations. Cette information-là va s'appeler une information secondaire. Et à titre de rappel, pour collecter les données, il y a 5 étapes. La première étape, d'abord, il faut planifier la collecte de données parce qu'il faut donner quel est l'objectif de cette collecte de données, choisir les indicateurs pertinents, déterminer les méthodes surtout de collecte et les ressources nécessaires. Ensuite, il faut passer à l'échantillonnage. On a vu près de 7 types d'échantillonnage. On a vu les techniques d'échantillonnage, comment définir un échantillon, l'échantillon raisonné, comment déterminer aussi l'échantillonnage arrondi. Donc, nous avons vu plusieurs calculs là, des exercices. Ensuite, passer à la collecte proprement dite, valider et faire le contrôle de qualité et ensuite maintenant enregistrer cette donnée. Donc, voilà les 5 étapes de collecte de données. Donc, en tant que futur suivi évaluateur ou bien gestionnaire de projet, c'est des choses que vous devez forcément avoir à côté de vous. Et pour qu'on dise qu'une donnée, une collecte de données est de qualité, ça doit respecter 5 critères. La priorité, la précision du moins, la fiabilité, la validité, l'accessibilité et enfin la pertinence. C'est très important, ces éléments-là. Et on ne parle pas de collecte de données sans parler d'analyse de données. C'est très important. Donc, il faut transformer maintenant les données brutes que nous avons collectées en des informations utilisables. C'est ça l'analyse de données. On a collecté des données brutes. Maintenant, comment les transformer en des informations ou bien des données utilisables utiles à la prise de décision? Parce que le but final de l'analyse de données, c'est la prise de décision. C'est très important. Donc, il faut évaluer le progrès, comparer les résultats, identifier les tendances, ajuster les stratégies et puis maintenant fournir les preuves. C'est les 5 objectifs que poursuit l'analyse et nous avons plusieurs types d'analyse de données. Il y a l'analyse descriptive, l'analyse comparative, l'analyse de tendance, l'analyse inférentielle, l'analyse prédictive. Le prochain module qu'on aura en début de février, nous allons prendre le temps, prendre chaque analyse et utiliser pratiquement les formules et vous montrer comment on interprète les données depuis la collecte jusqu'au stockage de données. Donc, on va y revenir. Je l'expliquais à l'entame que ça sera la dernière étape pour pouvoir clore ces modules-là sur le CERAC. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir sur l'analyse de données. Quand on comprend tout ce qu'on vient d'expliquer là, on est à l'aise maintenant de parler du suivi-évaluation. Vous voyez une formation où on parle de suivi-évaluation et on n'a pas fait tout ce rappel là avant de tomber sur vous, avant de tomber sur le suivi-évaluation. En tout cas, je vais douter de la formation de ces personnes-là parce que c'est des préalables nécessaires. Ce qu'on vient de faire là, ça c'est des éléments clés en matière de gestion de projet. Et avant de parler de suivi-évaluation, il faut avoir un minimum de connaissances en matière de gestion de projet. Donc, maintenant, on peut parler de suivi-évaluation. Le suivi commence du jour où vous avez commencé le projet au jour où vous allez clôturer le projet. Donc, c'est une collecte et analyse régulière d'informations pour déterminer si le projet ou bien si les progrès sont réalisés ou ne sont pas atteints ou bien est-ce que les résultats escomptés ne sont pas atteints. Lui collecte seulement toutes les informations. Donc, le suivi est très important. Mais l'évaluation, là, ça sera différent. Ça sera une appréciation périodique qui vise à répondre à des questions spécifiques. Généralement, des questions liées, en lien avec les critères de l'OCDE. Les critères de l'OCDE, nous avons 5 et après, nous avons
un sixième qui s'est ajouté, à savoir, nous avons l'efficacité, nous avons l'efficience, nous avons la pertinence, nous avons la durabilité, quoi d'autre encore? L'impact. Voilà, c'est les 5. Et maintenant, le sixième qui s'est ajouté, c'est la cohérence. On n'aura vraiment pas le temps d'expliquer vraiment les 6 là. Mais s'il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre, vous pouvez attirer notre attention au moment des questions et on va revenir sur ça spécialement. Voilà. Ensuite, il faut rappeler les composantes clés d'un système de suivi-évaluation. Si vous vous rappelez, hein, on l'a vu le cours passé, la description de l'évaluation, le cadre de résultat, l'indicateur cible, la source de vérification, la collecte de données, la gestion des données, les rapports et diffusion. Nous avons aussi les questions relatives à l'évaluation. Donc, vous allez voir, j'ai fait un travail ici où j'ai parlé de la chaîne des résultats. Donc, la chaîne des résultats, c'est aussi un élément clé du suivi-évaluation. Les intrants, c'est tout ce qu'on apporte. Ça peut être les ressources humaines, matérielles, financières, etc., qui vont permettre d'exécuter des activités. Et en exécutant ces activités, les intrants, là, c'est ça qu'on appelle input. Donc, ces résultats-là, ces inputs-là, c'est-à-dire ces intrants vont nous permettre de réaliser des activités. Ça peut être des formations, des coachings, des appuis. Et cela va donner des extrants qu'on va appeler des outputs qui seront des résultats ou bien des livrables tangibles ou bien des éléments qui vont nous permettre d'apprécier, qui vont nous faire amener au niveau des outputs, etc., etc. Donc, la chaîne des résultats. Nous avons les intrants, nous avons les activités, les extrants, les résultats et puis maintenant les impacts. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. En matière d'évaluation, nous avons 5 types d'évaluation. Nous avons 5 types d'évaluation. Nous avons l'évaluation qu'on appelle ex-ante, qu'on fait souvent avant le début du projet. L'évaluation des références qu'on appelle souvent baseline, qui est l'évaluation de début du projet. L'évaluation à mi-parcours qui se fait minimum 2 ans après la mise en œuvre du projet, après le démarrage du projet. C'est-à-dire pendant la mise en œuvre du projet. Si c'est un projet de 5 ans, par exemple, après avoir fait 2 ans, il faut songer déjà à faire l'évaluation à mi-parcours. Ça va vous permettre de pouvoir mesurer les progrès et ajuster le projet en cours de mise en œuvre. Et à la fin du projet, il y a ce qu'on appelle l'évaluation finale. Ça se fait à la fin du projet. Après, maintenant, nous avons l'évaluation qu'on appelle post-ante qui se fait souvent après le projet. D'autres vont vous parler de ex-post, etc., etc. Donc, voilà un peu les 5 types d'évaluation qu'on met en œuvre dans le cycle de vie du projet. Donc, voilà un peu ce qui se fait. Mais dans la pratique, je peux vous rassurer que le premier type d'évaluation ne se fait généralement pas parce que les gens trouvent souvent que c'est de l'argent. Mais l'évaluation baseline, c'est souvent fait. Baseline et endline, c'est bon. Il y a des gens même qui font ça même chaque année. C'est-à-dire, la première année, ils vont faire baseline, endline. La deuxième année, baseline, endline. Troisième année, ainsi de suite jusqu'à la dernière année. Et c'est ce qui est même d'ailleurs recommandé. Ça vous permet vraiment de ne pas dérailler. C'est très important. Voilà, on vient de finir le module 1 qui était quelques rappels sur le suivi évaluation. Maintenant, je vais m'arrêter là d'abord. S'il y a des questions, vous allez poser des questions. Et si le temps nous permettait, on va continuer avec le module 2. Sinon, ça sera demain. Et maintenant, il me plaît bien quand même, comme je vois quelques nouvelles têtes, que demain peut-être on fasse un exercice sur soit le cadre logique ou bien encore sur la formulation des indicateurs ou bien en tout cas, on va voir. Ça va dépendre des questions peut-être qui vont venir à l'issue de ce cours. Merci. Maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui, Madame Nabé. Oui, coach. Oui. Oui. En fait, nous, on a pris le train en marche. Au début, on vous a trouvé sur les exercices.
Et donc, on est parti à un niveau, donc les exercices, on s'était limité à ce niveau. Comme vous venez de le dire, tout de suite, on s'attend quand même à des exercices pratiques qui peuvent aussi faciliter toujours la compréhension sur le cours. Si cela se fait, ça va nous faire plaisir. Je n'ai pas bien saisi votre préoccupation, madame. C'est quoi la question? Je disais Oui. des exercices sur suivi et évaluation sur le module que vous venez d'expliquer. Parce que moi-même, pour formuler des objectifs SMART, là, j'ai toujours des problèmes à ce niveau. En fait, je suis venue vous trouver sur des exercices. Et c'est un seul jour, on a fait les exercices. Le deuxième cours que je devrais suivre, ce jour, je n'ai pas pu suivre le cours. Et les exercices, on s'était limité encore, on s'était arrêté. Donc, la difficulté là est toujours là. Donc, le cours que j'ai compris là aujourd'hui, là, je voudrais que ça soit accompagné par des exercices pour me faciliter la compréhension. OK. OK. Donc, je crois qu'on est alors en phase parce que j'étais en train de proposer, d'ailleurs même ça, que peut-être demain on revienne sur peut-être la formulation des indicateurs SMART, des objectifs SMART, peut-être même de la logique d'intervention de projet. Donc, on peut faire une séance comme ça, séance exercice. Là, si on prend les questions, on peut terminer le module 1 là et le module 2 et là, et qu'on va partager avec vous. Et comme ça, demain sera déclaré séance exercice. Pratique. D'accord. Merci. Autre question? OK. Merci. C'était ça. OK, merci, madame. Des questions pour moi encore? Mais il n'y a pas de questions. Coach, je voudrais que vous reveniez un peu sur la question de plan et matrice d'évaluation. OK. C'est vrai que moi, je n'avais pas été très disponible pour sur cette partie de cours. Je comprends bien la matrice, mais le plan, je n'ai pas vu les éléments constitutifs du plan. OK. Merci pour la question. Le plan de suivi et évaluation, c'est un document à part entière, où vous définissez à ce niveau les grandes contraintes de votre projet. Notre projet se base sur tant, voilà les contraintes du projet qu'on a identifiées, voilà les approches de solutions, voilà le partenaire ou bien voilà la structure qui est en train de faire. Et maintenant, ça c'est la première étape, on va appeler ça contexte. Quand vous finissez ça, vous donnez maintenant quels sont les objectifs de votre plan de suivi et évaluation. Le document que vous êtes en train d'élaborer là, quel est l'objectif que vous êtes en train de poursuivre? Vous allez définir les objectifs de votre plan de suivi et évaluation. Ensuite, quels sont les résultats que vous voulez atteindre à travers la mise en œuvre de ce plan de suivi et évaluation? Et quand vous finissez là, vous ajoutez une généralité et la généralité là, c'est d'expliquer un peu quelle est votre compréhension du suivi, quelle est votre compréhension de l'évaluation, quelle est votre compréhension du suivi et évaluation pour permettre celui qui lit le document de savoir dans quel sens vous allez. Ça, c'est le premier niveau, ça. Le deuxième niveau, vous allez maintenant formuler clairement quel est l'objectif général que vous poursuivez. Ça, c'est pour un projet à part entière, ça. Vous allez formuler l'objectif général. Ensuite, l'objectif spécifique. Et la particularité à ce niveau, quels sont les indicateurs qui sont liés à votre ou bien à chaque objectif spécifique. Vous faites la même chose aussi pour les résultats et vous faites la même chose aussi pour les activités. Donc, dès que vous finissez cette partie, vous allez maintenant formuler votre cadre logique tel que vous l'entendez. Et après avoir fait le cadre logique, vous allez faire ce qu'on appelle le cadre de suivi-évaluation.
Et quand vous élaborez le cadre de suivi-évaluation, si j'avais un instant, je vais voir si très rapidement j'ai un petit formation, suivi-évaluation. Je vous montre un exemple pour que vous puissiez comprendre. OK. Voilà. Regardez par exemple ici. C'est un plan de suivi-évaluation, ça. Ça, c'est dans le cadre d'un contrat que j'ai conduit avec le programme ACMA 3, ACMA 2 en son temps, qui est maintenant la phase 3, dans les communes de Glasgow, Savert et Wessel. Ça, c'était le titre de notre contrat. Donc ici, vous voyez, c'est le bref aperçu du projet. Quelles sont les grandes contraintes qui sont identifiées? Qu'est-ce que nous proposons? Ensuite, quelle est notre compréhension du suivi-évaluation? C'est ce qui a été donné ici. On a expliqué pour que celui qui prend le document sache quelle est notre compréhension du suivi-évaluation. Pourquoi nous voulons faire le suivi-évaluation? On explique cela. C'est là les objectifs qu'on veut atteindre. On parle ici, c'est le pourquoi. On répond à la question de pourquoi. Donc, tous ces éléments-là, on les fait ressortir. Voilà. Ensuite, quels sont les objectifs du système de suivi-évaluation, c'est-à-dire les objectifs du suivi-évaluation, de notre plan de suivi-évaluation. Par exemple, ce que nous on a mis ici, c'est de mettre à la disposition du programme des informations nécessaires pour les décisions opérationnelles. C'est d'alerter sur les activités, les résultats qui sont confrontés. Je vais zoomer peut-être pour permettre aux gens de bien voilà. C'est de rendre disponible aux principaux acteurs impliqués des informations utiles pour réorienter le cas échéant les stratégies du projet de manière à atteindre les objectifs fixés, de faciliter la réflexion et le processus de capitalisation auprès des acteurs et enfin d'évaluer les avancées du programme et en rendre compte aux différents acteurs. Ensuite, le dispositif. Maintenant, le cadre logique. Vous allez voir que ici, au niveau du cadre logique, vous allez voir, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Ici, dans cet aspect de rédaction de plan de suivi-évaluation, c'est pas le plan de suivi-évaluation de tout le programme, mais donne l'objectif spécifique du programme. Et c'était ça, assurer le recouvrement intégral des crédits de la campagne 2020-2021 et de faciliter la mise à l'échelle des innovations agricoles pour 1000 producteurs dans les départements de l'Ouémé, Plateau, etc. Donc, et vous voyez, après les objectifs spécifiques, on a quoi? Les résultats. Donc, on a aligné les résultats qui peuvent découler de cet objectif spécifique. Donc, on a pu décliner 8 résultats. Vous allez voir, quand vous comptez, ça fait 8 résultats au total. Et ces 8 résultats, normalement, il y a des activités qu'on doit mener pour atteindre ces résultats. Et ce sont ces activités-là que nous avons formulées en bas. Et vous allez voir, déjà ici, j'ai quoi? La logique verticale de mon projet. Ça, j'ai déjà les objectifs spécifiques, j'ai les résultats et puis maintenant les grandes activités. Il me reste maintenant à identifier les acteurs de mon dispositif de suivi-évaluation. Quels sont les acteurs? Je mets les acteurs ou bien les instances, la coordination, les techniciens, les SFD, tous ceux-là que je trouve comme acteurs, je les mets là. Et je donne maintenant leur rôle. Ensuite, je prends les indicateurs du dispositif. Je vais formuler maintenant les indicateurs. Je prends chaque résultat et je formule un indicateur pour pouvoir construire ce qu'on appelle la logique verticale, la logique horizontale de mon projet. Donc, j'ai sorti tous ces différents éléments. J'ai partagé le document avec vous par mail. Donc, vérifiez. Ensuite, quand ce travail est fait, je choisis maintenant les outils. Quels sont les outils que j'aurai utilisés? Est-ce que je vais utiliser Kobo Colette? Est-ce que je vais utiliser Kobo Toolbox? Est-ce que je vais utiliser Excel? Est-ce que je vais utiliser des fiches d'enquête? Et chaque outil que j'aurai à utiliser, il faut que j'explique comment je vais l'utiliser, quand je vais l'utiliser et les raisons pour lesquelles je l'utilise. Parce qu'il y a plusieurs autres outils. Pourquoi c'est ça que j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé les autres? Il faut expliquer ça. Et c'est après ça maintenant que vous allez mettre la matrice de suivi-évaluation. Et je disais que
L'un est un outil, c'est-à-dire la matrice de suivi-évaluation est un outil, mais le plan de suivi-évaluation est un document. Donc, la matrice de suivi-évaluation est dans le plan de suivi-évaluation. Vous allez voir que à la fin, j'ai la matrice de suivi-évaluation ici. Vous voyez, c'est la matrice de suivi-évaluation et en annexe maintenant les outils. Ça, c'est mon plan de suivi-évaluation. Donc, dans la mise en œuvre de ce contrat-là, je ne dois pas aller créer quelque chose, bien, je ne dois pas faire quelque chose sous un coup de tête. Tout est déjà ici. Tout ce que je veux, c'est déjà ici. Je prends par exemple un indicateur. Je prends le résultat 1 qui dit au moins 1000 producteurs des PEA soja ciblés autour des UM. Les UM, c'est les magasins. Sont sensibilisés, formés sur l'utilisation et l'option d'intensification choisie par le programme pour le soja plus adapté pour l'amélioration de la nutrition minérale de la culture. Quel est le premier résultat qui est lié à ça? C'est l'indicateur du moins, ce qui est relié à ce résultat, c'est le nombre de producteurs sensibilisés, informés sur l'option d'intensification. Ça veut dire que forcément, il doit y avoir une activité de formation, il doit y avoir une activité de coaching, il doit y avoir des activités de suivi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dois expliquer ça. Je vous ai dit que c'est très important de l'expliquer, sinon il y aura des confusions. Ici, pour moi, ça veut dire cela correspond au nombre de producteurs de soja informés et sensibilisés sur l'amélioration. Donc, si un producteur a juste été informé et n'a pas été sensibilisé, il ne doit pas être comptabilisé dans mon indicateur. Et quelle est la méthode de calcul? Ça peut être les examens documentaires, ça peut être les exploitations de soja. On va sur le terrain pour voir si effectivement les choses se sont appliquées. Quelle est la source de vérification? C'est la base de données Kobo Collect, puisque dans les outils, j'ai dit je vais utiliser Kobo Toolbox et Kobo Collect. Donc, c'est la base de Kobo Collect qui va me donner ces informations. Ça veut dire que si je cherche l'information, je ne dois pas me lever à aller sur le net, commencer par fouiller sur des mails ou bien commencer par appeler les techniciens. Non. J'ai dit que ma source de vérification, c'est Kobo Collect. C'est la base de données de Kobo Collect. Quelle est la fréquence de collecte? C'est par mois. Donc, chaque mois, je dois avoir des données collectées pour nourrir cet indicateur. Le mois de renseignement, juin, à partir de juin, quelle est la valeur cible? C'est 0. Quand on a commencé, on est à 0. Quelle est la valeur cible? C'est 1000. La valeur initiale du mois, c'est 0. Quelle est la valeur cible? C'est 1000. Qui est responsable de ça? Ou bien qui sont ceux-là qui sont responsables de ça? Les techniciens et les superviseurs. Et maintenant, au niveau de la coordination, quelle est leur responsabilité? On met. Donc, c'est comme ça on prend pour chaque indicateur. Donc, on n'a pas le droit d'aller ailleurs pour dire on veut chercher une information. Si on veut chercher ailleurs, on met ça dans le document. Voilà un peu. Je ne sais pas si avec toutes ces présentations, vous faites maintenant la différence nette entre un plan de suivi-évaluation et la matrice de suivi-évaluation. Monsieur Djibril. Bien saisi, bien saisi. C'est compris? Merci beaucoup. OK. Merci. Merci beaucoup. Donc, bon. c'était juste un des plans de suivi-évaluation que j'ai partagé avec vous. Et je pense que votre TP pratique vous appelle à ça aussi, hein, d'élaborer un plan de suivi-évaluation pour un projet que je vous ai envoyé. Voilà. Peut-être si on a le temps, on aura à corriger ça avec vous. Oui. Autre question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de question? OK. On finit alors avec le cours. Et là, demain sera déclaré journée exercice. Je note en même temps. Il faut qu'on s'accorde sur les exercices. On a parlé de formulation d'indicateurs SMART. On a parlé de objectifs SMART. Objectifs SMART. Et puis, on a parlé de cadre logique. On a parlé de cadre logique. Bon, quoi d'autre? Bon, quand il parle de cadre logique, on va beaucoup plus se concentrer sur la logique verticale. On va beaucoup plus se concentrer sur la logique verticale. Ensuite, quoi d'autre? Si vous avez des idées, vous pouvez m'aider. Hein? Surtout là où vous avez des difficultés et nous allons gérer ça rapidement. Ou bien je suis resté fidèle en fonction de vos besoins. Oui, Madame Nabé.
Les indicateurs aussi. Oui, j'ai parlé de calcul des indicateurs. Ah, on ira juste là-bas. Ok, calcul des indicateurs. C'est mon inquiétude. Ok, d'accord. On va voir quelques cas de calcul d'indicateurs. Donc, on va voir indicateur de suivi, surtout. On va voir aussi. Même les objectifs. Oui. Même aussi sur les objectifs globaux, les spécifiques et les objectifs. Ok. Sur les objectifs aussi. D'accord. Donc, demain, soirée, exercice. Sinon, si on ne comprend pas tout ça, redevabilité, apprentissage, capitalisation, ça sera compliqué pour nous. Ok. Oui. Donc, après les rappels que nous avons eus, on est censé terminer à 22h. C'est de 20h à 22h. Donc, c'est 2 heures de temps que nous avons à faire ensemble en ligne. Donc, il est 21h35. C'est pour cela que je me permets de pouvoir continuer. Merci à vous. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet en supposant que vous avez les bases nécessaires et pour qu'on puisse continuer. Alors, qu'est-ce que la redevabilité? Qui va m'aider? Quelle est votre compréhension de la redevabilité? C'est vrai que j'ai projeté, mais quelle est votre compréhension de la redevabilité? Quand on dit redevabilité, c'est quoi? Qui peut nous aider? Qu'est-ce que la redevabilité? Ne regardez pas le gros français que j'ai mis là. Oui, monsieur Djibril. Mais moi, je comprends, en fait, comme vous avez dit, en français terre à terre, pour moi, c'est le fait de rendre compte d'une mission qu'on vous a confiée. Merci. C'est un le peu devoir ça que vous avez de rendre compte. C'est ça. C'est la responsabilité d'une personne ou bien d'une organisation à rendre compte de ses actions, décisions et résultats aux parties prenantes. C'est tout. Au départ, les gens vous ont confié une mission. Ah, on te confie telle mission. Le jour qu'on te confie la mission, c'est le jour là que la redevabilité commence. Beaucoup de personnes pensent que non, c'est à la fin que je dois rendre compte de ce que je fais. Non. C'est depuis que tu as commencé que tu commences déjà par mener des actions de redevabilité. C'est très important. Donc, la redevabilité a 3 composantes. La première composante, c'est la responsabilité individuelle ou bien la responsabilité collective. Notez que c'est la responsabilité. Et la deuxième composante, c'est la transparence. Et la troisième composante, c'est la prise de décision inclusive. La troisième composante est souvent difficile à mettre en œuvre. Généralement, même dans la pratique, si vous ne faites pas attention, vous allez vous limiter aux deux, la responsabilité et puis la transparence. Chaque membre de l'équipe est responsable de cette tâche, mais aussi du bien-être global du projet. Quand on parle de responsabilité en matière de redevabilité, puisque nous allons mener peut-être plusieurs activités, on suppose 5 activités, et vous êtes peut-être le responsable. Vous avez 5 membres dans l'équipe. Donc, chaque membre de l'équipe prend une activité. Donc, chacun a le devoir de pouvoir rendre compte de l'évolution de la mise en œuvre des activités dont il a la charge. Donc, et il rend compte à qui? Au responsable. Et le responsable rend compte ensuite aux parties prenantes ou bien à ceux-là qui les ont confié la mission. Donc, que ce soit la responsabilité individuelle ou bien la responsabilité collective, on peut les prendre comme des composantes de la redevabilité. Au niveau de la transparence, les informations sur les activités du projet doivent être partagées de manière claire et accessible. Donc, il doit y avoir une transparence totale. Et enfin, la prise de décision inclusive, s'assurer que les décisions sont prises de manière démocratique avec implication de toutes les parties prenantes. Donc, quand on parle de redevabilité, c'est responsabilité, transparence et prise de décision inclusive. Donc, c'est ce que vous allez retenir à ce niveau-là. J'ai déjà expliqué la responsabilité, la transparence, donc que vous devez
voir à ce niveau-là. Pourquoi la redevabilité est-elle importante? Elle est importante pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça renforce la confiance des parties prenantes. Si les gens vous confient une mission et que de temps en temps, vous leur remontez l'information et qu'ils sont informés de comment les choses évoluent, ils ont les feedbacks à temps réel, c'est que ça renforce la confiance. C'est que les gens ont vraiment confiance en vous et les gens vous encouragent et les gens vous apportent aussi le soutien nécessaire. Si les gens n'ont pas confiance en vous, ils ne vont pas vous apporter le soutien nécessaire. Donc, la confiance est un élément clé pour le succès de tout projet et la redevabilité est l'un des moyens les plus efficaces pour l'instaurer et la maintenir. Donc, si vous voulez que les parties prenantes aient confiance en vous, il va falloir instaurer un mécanisme de redevabilité. On va voir un peu plus loin comment construire le mécanisme de redevabilité. Deuxième chose, c'est pour optimiser l'utilisation des ressources. La redevabilité va vous permettre de pouvoir maximiser l'efficacité et l'utilisation optimale des ressources, par conséquent l'efficience, qu'elle soit humaine, financière ou bien matérielle. Donc, quand vous voyez qu'il n'a pas efficacité ou efficience dans un projet, sachez que la redevabilité a des problèmes. Une bonne redevabilité contribue à l'efficacité, à l'efficience. On dit qu'un projet est efficace quand ce qu'on a prévu, on l'a atteint. On dit on veut construire une maison et à la fin, dans la durée impartie, on a effectivement construit une maison. Au lieu de dire si on dit on veut construire une maison et à la fin c'est une boutique ou bien c'est une toilette qu'on a créée ou bien c'est autre chose qu'on a fait. Là, on n'a pas été efficace. L'efficacité se mesure entre ce qui a été prévu et le résultat qui a été prévu et le résultat qu'on a atteint. L'efficience se lie beaucoup plus aux ressources, que ce soit ressources financières, matérielles, humaines qui sont allouées. Est-ce que ça a été géré de manière efficiente? Donc, pour ne pas aller dans les détails. Donc, la redevabilité va vous permettre de pouvoir optimiser l'utilisation de ces ressources. Et enfin, la redevabilité va vous permettre de prévenir les dérives et les conflits. C'est un outil précieux pour prévenir les dérives et les conflits au sein du projet. Vous vous rappelez, quand on était dans la gestion des ressources humaines dans un contexte projet, j'avais parlé de la redevabilité et j'ai souligné qu'il y a un module sur lequel nous allons prendre du temps et parler de la redevabilité. Donc, pour résumer, la redevabilité est importante pour 3 raisons. Parce qu'elle renforce la confiance, elle optimise l'utilisation des ressources et enfin, elle prévient les dérives et les conflits. Quel est le lien entre les deux concepts? Nous avons par exemple la responsabilité collective, nous avons parlé de la transparence comme fondement de la redevabilité, nous avons accroître la confiance et puis maintenant le mécanisme de contrôle. Donc, nous allons voir un peu plus loin. Ça, nous avons fini avec la redevabilité. Retenons que ici, c'est une introduction. Donc, on va beaucoup plus se baser sur les questions de généralité, c'est-à-dire la définition, pourquoi c'est important et quelques précisions qu'on va mettre là. Donc, la construction des mécanismes vont commencer à partir du sous-module 3. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage? Je vous repose la même question. Madame Nabé, aidez-nous. C'est quoi l'apprentissage selon vous? On a déjà expliqué la redevabilité. C'est quoi l'apprentissage selon vous? Madame Nabé avec nous? Madame Nabé, aidez-nous à définir l'apprentissage. Oui. L'apprentissage, je crois que l'apprentissage et redevabilité. Oui, non, on est au niveau de l'apprentissage. C'est l'apprentissage qu'on veut. On a déjà fini avec la redevabilité. Selon vous, c'est quoi l'apprentissage? Apprendre, c'est mettre à la connaissance, c'est apprendre des informations sur les activités, informer sur les activités qui ont été menées. Ok.
s'informer sur les activités qui ont été menées. Oui, l'apprentissage c'est-à-dire informer oui. la partie prenante, quoi. Oui, ça, vous l'avez défini comme on le fait à l'école, comme on apprend des notions, etc. Mais dans le contexte projet, l'apprentissage, c'est d'abord l'intégration. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage. C'est d'intégrer ce qu'on a appris à travers les erreurs et les réussites. On a voulu peut-être tester une innovation technologique. Et les prévisions étaient, c'est que ça va nous donner peut-être un rendement de 5 tonnes. On a fait tout ce qu'il fallait et à la fin, malgré tous les efforts, nous avons eu 2 tonnes. C'est un échec. Mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. On va voir dedans qu'est-ce qu'on a fait qui est bon, qu'est-ce qui a contribué à l'échec. Et nous allons maintenant faire ce qu'on appelle tirer des leçons. Et tirer maintenant ces leçons-là vont nous permettre à l'avenir de pouvoir faire les choses autrement, sans répéter les erreurs que nous avons faites, qui nous ont conduit avant du moins à l'échec. Donc, le fait de prendre en compte, le fait de prendre en compte ce qu'on a appris de nos erreurs passées et des réussites passées et de les utiliser pour de nouvelles expériences, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Parce que le but final de l'apprentissage, c'est d'améliorer les processus, c'est d'améliorer les résultats dans les projets futurs ou bien dans les activités futures. On suppose que on est dans une équipe où chacun a ses activités à mener. Et peut-être chaque semaine, on se retrouve pour faire ce qu'on appelle le CODI, comité de direction, où nous tous, on était peut-être appelés peut-être à installer des forages. Je prends un exemple comme ça. On est 5 et on est appelé à installer des forages dans des villages différents. Une semaine après, on s'est retrouvés. Quelqu'un dit, moi, j'ai pu avoir accès à la terre. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas pu avoir accès à la terre. Il y a des conflits politiques, des conflits culturels, ethniques et autres qui me posent des problèmes. Voilà ce que lui, là, comme problème, il n'a pas pu faire l'activité. Ça, on est en train de partager des expériences. Celui qui a réussi va dire comment il a fait pour arriver à ce niveau. Ceux qui ont échoué vont dire ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse analyser et voir quels sont les facteurs d'échec, quels sont les facteurs de réussite. Et à la fin, nous allons retenir quelque chose. Ce que nous allons retenir, c'est ça qu'on appelle tirer des leçons. Et quand chacun va retourner sur son terrain, ceux-là qui avaient échoué vont tenter maintenant d'appliquer ce qu'on a tiré comme leçon. Et cela, on va voir ce que ça va donner. Le fait d'aller appliquer ça, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Tant que vous n'êtes pas dans un processus d'améliorer quelque chose, de faire autrement quelque chose pour que ça aille bien, vous n'êtes pas dans l'apprentissage. Donc, il y a cet élément-là d'intégrer. Le mot intégration est très important. C'est quand on intègre quelque chose qu'on va commencer par parler de l'apprentissage. Donc, l'apprentissage aussi a 3 éléments, 3 composantes, telles que nous avons vu au niveau de la redevabilité. Nous avons le retour d'expérience. Donc, quand l'équipe se retrouve, chacun va partager son expérience. Chacun va dire, ah, chez moi, c'est comme ceci, chacun va dire. Ensuite, maintenant, nous allons faire l'analyse. Toute expérience partagée doit aller à une analyse. Et on va analyser profondément pour voir quelles sont les causes d'échec, quelles sont les causes de réussite. Nous allons voir tous ces outils-là qui vont vous amener à identifier comment on identifie une expérience jusqu'à ce qu'on la capitalise. Donc, ces éléments-là sont très, très importants. Donc, le fait de tirer la leçon va donner objet d'un enregistrement parce que nous devons écrire cela. Voilà les expériences qui ont été partagées quand on a analysé avec tel outil. Voilà ce qu'on a retenu comme leçon. Et ce qu'on a retenu comme leçon doit être documenté. Donc, après le retour d'expérience, il faut maintenant documenter. Il faut enregistrer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et le pourquoi. C'est très important parce que c'est le pourquoi qui va amener l'analyse. Quand on va se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? En voulant expliquer le pourquoi, on est obligé d'analyser, chercher les causes profondes pour arriver au pourquoi.
Et enfin, c'est l'adaptation et l'amélioration. Donc, il faut faire la dernière étape, il faut intégrer. Donc, c'est les 3 éléments d'apprentissage. Faire d'abord le retour d'expérience, tirer des leçons et puis maintenant intégrer ces leçons. S'il n'y a pas ces 3 éléments, vous ne pourrez pas parler d'apprentissage. Donc, c'est ces 3 éléments qui caractérisent l'apprentissage. Tel qu'on a répondu à la question « Pourquoi la redevabilité ?», nous allons faire le même exercice ici. Pourquoi l'apprentissage? La première des choses, l'apprentissage nous permet une adaptation rapide aux défis imprévus. Du fait que nous avons tiré des leçons propres à chaque situation, avec des méthodes et des techniques, des stratégies bien définies pour la mise en œuvre, avec des planifications bien structurées, c'est que c'est facile d'intégrer cela, c'est facile d'appliquer. Et en même temps, ça nous permet de prévenir en même temps tout ce qui est défi imprévu, tout ce qui est problème qui nous attend. Deuxièmement, pourquoi l'apprentissage? C'est pour améliorer le processus interne afin de réduire les erreurs répétitives. Si on a capitalisé ou bien si on a tiré assez de leçons, je ne vais pas utiliser capitaliser ici, si on a tiré assez de leçons ici, ça va nous permettre de pouvoir éviter beaucoup de choses. Vous voyez, la veille, s'il est assis et que tu piétines cette testicule, il sait que maintenant, il y a possibilité qu'on piétine cette testicule, ça veut dire que dorénavant, il va mettre ses 2 mains pour qu'on ne piétine plus. Donc, ça permet de réduire les erreurs. Donc, il y a des erreurs qu'on ne va plus commettre. Et enfin, l'apprentissage va permettre de stimuler l'innovation et la créativité au sein de l'équipe. Du fait qu'il y aura un creuset où on va faire des feedbacks, c'est-à-dire, ah, voilà comment moi j'ai fait, ça a réussi. Voilà comment moi j'ai fait, ça a échoué. Ça va pousser les gens sur le terrain à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savent qu'il y a un moment de rendre compte, il y a un moment de partage, il y a un moment de démontrer pourquoi ça a marché, pourquoi ça a échoué. Donc, chacun va essayer de donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir partager une expérience réussie, afin de pouvoir partager quelque chose qui a marché et dont on peut en être fier. Donc, c'est très important à ce niveau. Nous allons parler maintenant de la capitalisation. Le temps est déjà parti. La capitalisation, c'est de transformer l'expérience en connaissance partageable. Capitaliser, c'est quoi? C'est d'écrire quelque chose de manière ordonnée pour que demain, quand on ne sera pas là et que quelqu'un va prendre ça, qu'il puisse apprendre quelque chose de ce qu'on a écrit, apprendre quelque chose de ce qu'on a vécu, qu'il puisse vivre même ce qu'on a vécu, bien que ça soit des années après. Donc, la capitalisation, c'est de transformer l'expérience en connaissance partageable. Toutes les définitions que vous allez voir sur le net, vous allez voir que ça va tourner autour de cette notion-là. Donc, la capitalisation peut être définie comme un processus d'apprentissage qui est centré sur la manière de faire des acteurs et qui va permettre de passer de l'implicite à l'explicite. Donc, voilà comment moi je définis tout simplement la capitalisation. Donc, nous avons quelques notions similaires aussi. Les leçons apprises, les analyses des succès et des échecs, la collecte d'informations, qu'on a déjà vu de l'autre côté, la documentation et puis maintenant la formalisation. Maintenant, les composantes de la capitalisation, ici, c'est pas 3 comme les autres. Il faut d'abord des connaissances et expériences. Nous avons de la documentation et collecte d'informations, de l'analyse des pratiques et des résultats, de la diffusion et partage des connaissances, l'apprentissage organisé et maintenant le mécanisme de rétroaction. Donc, ils sont des éléments aussi très, très importants. Donc, ça, c'est de la littérature que nous avons fait. Maintenant, je voudrais vous amener sur ce terrain-là que beaucoup ne connaissent pas, la systématisation. Peut-être certains, c'est aujourd'hui que vous allez apprendre, que vous entendez peut-être cette terminologie en gestion de projet, bien sûr, je mets le contexte. La systématisation implique de capitaliser des pratiques, les outils, les processus et les méthodologies
qui ont été utilisés dans un projet pour pouvoir les reproduire et les adapter à d'autres projets. Donc, la systématisation, c'est 3 éléments. Capitaliser les expériences ou bien les apprentissages, améliorer les performances et puis maintenant faciliter la duplication ou bien succès. Donc, certains vont vous parler de l'amélioration continue. Je vais vous expliquer systématisation là pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi la différence entre la systématisation et la capitalisation? Je prends toujours notre même exemple. On a formé 50 producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Et la vision, c'était d'amener leur rendement à 5 tonnes à l'hectare. Et les choses se sont bien passées et les innovations, les technologies et aussi les bonnes pratiques que nous avons promues ont permis d'atteindre les 5 tonnes. Donc, nous, à la fin du projet, on va faire ce qu'on appelle de la capitalisation. C'est que tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, on va documenter ça, ajouter des rapports de performance que nous allons envoyer maintenant au ministère de l'Agriculture. Arrivé au niveau du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture va regarder 3 choses. Bon, je prends le contexte du Bénin. Je ne sais pas dans les autres pays comment on appelle ça. Le ministère de l'Agriculture va regarder 3 choses. La première chose, c'est est-ce que l'innovation ou bien est-ce que les tests ont impliqué les démembrements, ces démembrements. Quand on prend au Bénin ici, par exemple, on a les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous avons les agences territoriales de développement et encore l'INRAB. Certains membres vont parler des CRA, des centres de recherche agricole, et maintenant de l'INRAB aussi. Est-ce que tous ces démembrements ont été associés à ces tests? Ça, c'est la première question que le ministère va se poser. La deuxième question, est-ce que les innovations qui ont été testées, je veux dire les technologies qui ont été testées, ces technologies-là sont disponibles. Par exemple, l'utilisation peut-être de l'engrais ou bien de biofertilisants, l'utilisation de la semence certifiée, l'utilisation peut-être d'autres fertilisants. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est disponible dans le pays? Est-ce que c'est homologué dans le pays? Est-ce que les structures qui ont d'agrément ont la capacité soit d'importer ou bien la disponibilité? Ça, c'est la deuxième question que l'État va se poser. Et enfin, la troisième question, est-ce que les bénéficiaires qui ont vécu l'expérimentation approuvent les résultats qui sont partagés dans les documents? Par exemple, dans le document, on a dit que l'innovation donne 5 tonnes, par exemple. Est-ce qu'ils approuvent ça? Donc, des enquêtes seront faites pour entendre ces acteurs-là. Si ces 3 questions-là sont vérifiées, l'État va faire quoi? L'État va prendre un décret ou bien le ministère va prendre un décret ou bien va écrire un document pour dire à partir d'aujourd'hui, pour produire le riz, voici l'engrais qu'il faut utiliser, voici la semence qu'il faut utiliser, voici tel qu'il faut utiliser. Ce document-là ou bien ce acte posé par l'État, c'est ça qu'on appelle la systématisation. Ce acte que l'État a posé là, c'est ça qu'on appelle la systématisation. Ça veut dire que l'État a généralisé, ça veut dire que dorénavant, tout le monde fait ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le projet ne peut pas aller à la systématisation, mais le projet peut aller à la capitalisation. Le projet peut encourager la systématisation. Le projet peut peut-être inciter la systématisation. Bon, j'ai pris un niveau mouse, hein. Ça peut être aussi au niveau des mairies. On est d'accord, des expériences que nous avons vécues et nous avons vu que c'est de bonnes expériences. La mairie, les autorités au niveau local vont essayer de se poser des questions pour voir est-ce que ça respecte un certain norme. Si oui, l'autorité communale prend un arrêté par rapport à ça ou bien un document par rapport à ça pour dire, bon, compte tenu de tel, à partir de tel, voilà ce qui est fait. Ça, c'est la systématisation. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que pour aller à la systématisation, il faut forcément passer à ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, l'ordre normal de la chose, c'est de suivre, c'est d'évaluer, c'est d'essayer de collecter le maximum d'informations pour pouvoir aller à l'apprentissage. Après l'apprentissage, il faut capitaliser.
Si on a fini maintenant de capitaliser, on va maintenant systématiser. Et tout cela sera encadré par quoi? Par la redevabilité. Donc, voilà un peu, chers amis, ce que j'avais prévu vraiment pour ce soir. Il est 21h59. J'ai fini alors à l'heure juste. Je ne sais pas si peut-être au-delà de ça, s'il y a des questions, en plus de ce qui est ou bien des contributions, nous voulons aussi apprendre de vous. S'il y a des questions pour nous? OK. S'il n'y a pas de questions, je rappelle que cette formation est inscrite dans un cadre de renforcement de capacité qui a commencé depuis septembre, qui va finir en mars. Et nous sommes, je crois, au 6e ou bien 7e module, je ne maîtrise plus trop. Et ces modules-là sont déroulés l'un après l'autre. Donc, si c'est maintenant que vous avez rattrapé la formation, vous pouvez commencer maintenant, puisque quand nous allons finir, la boucle reprend. Il y a des gens qui ont commencé même à partir de la redevabilité et qui ont fini déjà le cours passé au niveau de suivi et évaluation. D'autres qui nous rattrapent même à partir des outils de suivi et évaluation. Donc, et on continue. D'autres qui nous ont même rattrapés au niveau du suivi et évaluation. C'est le cas de Madame Sarane et de Madame Nabé et qui vont reprendre la boucle avec nous vers la fin. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas mon numéro, vous pouvez noter très rapidement. Je suis au 01 66 51 82 26. Maintenant, si vous n'êtes pas au Bénin, augmentez notre code plus 229. Donc, ça sera plus 229 01 66 51 82 26. Maintenant, pour ceux qui sont de la Guinée, nous avons un correspondant là. Dès que vous m'écrivez, je vais vous donner le numéro du correspondant. Vous allez discuter avec lui là-bas. Donc, tout ce qui est formalité, il va vous aider à le faire et nous rendre compte. Merci à tout un chacun. Donc, on se donne rendez-vous demain à 20h00. Comme c'est séance d'exercice, à 20h00, je suis connecté. Même si c'est une seule personne, on démarre la correction des exercices. Donc, que chacun fasse son programme pour être à l'heure demain. Pour qu'on puisse, on a beaucoup d'objectifs demain. Je rappelle, indicateur SMART, on aura au moins à formuler 3. Objectif SMART, au moins 3. Logique verticale, au moins 3. Calcul sur les indicateurs de suivi, au moins 3. Donc, il va falloir que nous allions très vite. Merci à tout un chacun. On se dit à demain. Ok, merci beaucoup, M. Jacques. Merci. Je vais vous revenir sur ma requête en privé là. Ok, super.